Pour faire du cinéma, pour faire le métier que je fais aujourd'hui, t'es pas obligé de faire des écoles, quoi. Il faut juste avoir une sensibilité, une capacité d'écoute et de confiance en soi pour défendre quelque chose. Et parce que à partir du moment où ça touche un endroit hyper intime et hyper touchant, et parce que tu te projettes, parce que tu as une histoire, bref, parce que tu es la personne que tu es, bien tu auras envie de défendre ce film et tu as envie de défendre ce Sarno. Déjà, bonjour Walid, bienvenue. Merci beaucoup de nous accorder ton temps et de nous recevoir pour cette interview. Donc on va peut-être revenir sur ton parcours, qui tu es, et voilà, je vais te laisser te présenter. Donc ouais, je me présente, Walid Bekti, bientôt 25 ans, et jeune producteur indépendant, donc qui finit son parcours à la Fémis, qui travaille au sein d'Iconoclast, qui collabore avec eux, et puis qui a une grande amitié aussi avec Paolo Branco, qui m'a fait découvrir le cinéma. Et voilà, j'ai créé ma boîte en indépendant avec mon frère et ma soeur, et puis j'ai une autre petite boîte aussi avec des amis. Bref, jeune entrepreneur, quoi. Et si on peut revenir juste un petit peu en arrière, à la base, tu ne te destinais pas du tout au cinéma. Tu as notamment travaillé à la mairie de Paris, à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à t'orienter sur cette voie-là? Donc ouais, j'ai découvert le cinéma au collège grâce à mon frère qui m'avait fait découvrir le film Le rêve de Cassandre. Puis après, je traînais dans sa chambre, il y avait cet ordinateur HP énorme, vous voyez, avec les grands écrans comme ça, bleus. Et il y avait des films extraordinaires dessus, Stanley Kubrick. Et à ce moment-là, j'avais un pur désir de cinéma. Je me dis, je vais faire du cinéma, j'étais très imaginatif, etc. Mais venant d'une famille prolétaire, c'était pas un horizon possible chez nous, en fait, de devenir artiste, ou enfin travailler dans le milieu de l'art, quoi qu'il arrive. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, très bien, je vais rentrer dans une sorte de carrière classique, quoi, de volonté, de politique. J'avais envie de changer le monde, le quotidien, j'avais envie de changer des choses. Et je me suis dit, et il me semblait en tout cas à l'époque que la politique était le meilleur moyen pour faire ça. Et j'y ai cru pendant longtemps, et j'y crois encore aujourd'hui. Mais et donc je me suis engagé, à mes 15 ans, je me suis engagé avec les jeunes socialistes. J'ai fait mes classes, quoi, avec eux. Quand je suis monté à Paris, j'étais très proche du secrétaire général des jeunes socialistes, enfin du trésorier national, Mehdi, enfin bref, voilà, j'ai fait mes classes avec eux, et après donc j'ai collaboré avec l'ancien porte-parole de Benoît Hamon à l'Assemblée nationale, j'étais à la mairie de Paris, bref. Toutes ces expériences-là, politiques qui pour moi incarnaient mon envie, et dans lequel je projetais mon envie de changer les choses, et puis un jour, en fait, en 2017, avec la déception de la loi travail, avec la déception de la politique d'Hollande qu'on a fait élire en quelque sorte, j'ai décidé d'arrêter. J'ai vraiment été et en fait c'est à l'Assemblée nationale que j'ai eu un choc, quoi. Je me suis dit, mais en fait je peux pas, j'y crois plus, quoi. J'y crois plus, et c'est pas comme ça que je veux changer le monde, entre guillemets. Et donc grosse désillusion, et au même moment je rencontre Paolo Branco. En fait, en militant, je rencontre la fille de Paolo, Inès, qui est une chère amie, qui a changé ma vie quelque part, et qui m'a fait rencontrer son père. Et moi j'étais j'étais hyper naïf, je connaissais même pas Godard, enfin bref, j'avais une culture. Et en un an, comme ça, j'ai plongé dans le cinéma d'auteur, un cinéma qui m'a bouleversé, et à la découverte d'un personnage qui est mythique dans le cinéma français, européen et mondial, et qui m'a fait découvrir ce métier-là de producteur indépendant. Et producteur indépendant, selon sa vision, c'est la liberté absolue, et c'est raconter des histoires. Et en fait, j'ai retrouvé et j'ai compris ce que j'avais envie, en fait, dans la politique, c'était raconter des histoires. Et donner aux gens à croire quelque chose, à croire à un nouveau monde, quoi. Et j'ai trouvé dans le cinéma la même chose, mais avec un peu moins de mensonge, je pense. En tout cas, on sait que dans le cinéma, le mensonge est honnête, tu vois. Alors qu'en politique, la plupart du temps... C'est ça. C'est un beau vecteur pour transmettre des messages. Et du coup, est-ce que tu peux revenir sur ta première expérience, une fois que tu as pris cette décision, que tu as eu ce déclic, ta première expérience en tant que producteur? Ma première expérience en tant que producteur, ouais. C'était à la Fémis, je crois. C'était à la Fémis, ouais. Ouais, il me semble que c'était à la Fémis, c'était un tout petit film. Non, au contraire, non. J'ai rencontré des gens à la Fémis, forcément, et j'avais fait un tout petit film pour 2000 balles, enfin bref, crowdfunding, vous voyez, les trucs classiques, quoi, de jeunes prod. Et c'est un beau film, c'est une sorte de huis clos dans une yourte, un peu expérimental.
Et j'aime beaucoup l'art contemporain, et donc il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et je l'ai fait avec quelqu'un qui m'est cher, une jeune actrice, Anaïs Pinet. Et c'était une première expérience frustrante en fait. Il y a un endroit où je me disais non, je suis pas allé au bout de ce que j'avais envie de faire. Au sens où j'avais laissé énormément d'espace, de liberté, j'avais essayé de défendre mon point de vue mais pas suffisamment. Et le producteur en fait c'est un collaborateur artistique essentiel dans le Et processus. justement, est-ce que tu peux détailler un peu quelles sont les tâches au quotidien? On sait qu'il n'y a pas de journée type pour un producteur. Ouais. Mais si tu peux revenir un peu sur ces missions essentielles, les enjeux que tu vas rencontrer, et puis aussi les difficultés, et voire même illustrer peut-être des difficultés que tu as déjà eues dans ce métier. Il y en a beaucoup de difficultés. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de journée type. Après mes tâches essentielles, ça dépend à quel moment tu interviens dans le film, et à quel moment se crée la collaboration. Mais là, par exemple, je passe des journées à écrire, quoi, au sens où on est avec un auteur et on écrit l'histoire ensemble, on se refait des lectures, on change, on restructure, on développe des personnages, on les enlève. Donc là, il y a une vraie dimension artistique, collaborative et narrative dans cette part de travail, dans le développement, que j'adore. Sans dénaturer l'œuvre de l'artiste, du coup, cette collaboration, parce qu'elle est là, la propension aussi, le producteur, jusqu'à où il peut aller finalement par rapport à l'œuvre initiale de l'artiste dans l'apport. Je pense que tout ça, c'est une histoire de rapport humain, d'aventure humaine, quoi. Au sens où, en fait, tout dépend du collaborateur, tout dépend de l'ami, tout dépend de l'artiste avec lequel tu travailles. Des fois, ça naît comme ça. Des fois, par exemple, là, le film que je suis en train de développer, qui est mon projet de fin d'études à la FEMIS et qui m'est très cher, avec un grand réalisateur, je pense, à venir. Je suis allé le voir, je lui ai dit, ok, moi je veux faire un film avec toi, voilà les contraintes, et voilà ce que j'aime chez toi, qu'est-ce que tu as à me proposer? Et donc il me propose une première idée, je lui dis, pourquoi pas, une deuxième idée, ça c'est pas mal, on est revenu sur la première idée. Donc et là la première idée c'était vraiment un pitch, quoi, c'était 3 lignes, et là commence, là il me dit, ok, je vois ça, et je lui dis, c'est pas mal, ça m'intéresse, et tout, j'ai envie de faire ça, tu vois, il y a tel film qui m'inspire, et donc là on grandit, on avance ensemble, et ça fait quelques mois, là, ça fait 4 mois. Qu'on collabore ensemble, qu'on imagine, qu'on écrit. Et ça fait plus d'1 an qu'on se connaît. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, au départ, la première fois que j'ai fait son film, parce que j'ai produit son film l'année dernière, je suis venu très tard au moment de l'écriture et donc je pouvais pas vraiment intervenir. Donc c'était vraiment presque que de l'exécutif. Mais là, non, là, c'est une vraie collaboration. Et donc, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Donc, il y a cet aspect créatif, mais j'imagine qu'il y a toute la partie financement, juridique, partenariat. Quelles sont tes missions un peu au quotidien sur ces projets de films? Tout dépend dans quel espace je travaille. Par exemple, chez Iconoclast, quand j'interviens chez Iconoclast, je fais beaucoup de développement avec eux. Donc on lit des scénarios, parfois des fiches de développement pour les auteurs, des réunions, des brainstorming. De l'exécutif, par exemple, sur le dernier court-métrage d'un élève de l'école Courtrajmé, de Bilal Chikri. Là j'ai fait un peu de développement, mais j'ai fait aussi beaucoup donc c'est de la fabrication pure, quoi. C'est trouver une équipe, trouver des décors, trouver des comédiens, faire passer les castings, être sur le tournage, l'accompagner, passer en montage. Donc c'est vraiment de la fabrication, c'est de l'artisanat, quoi. Et donc là c'est énormément de rapports humains où il faut être fidèle au scénario, et ne pas filmer le scénario, ne surtout pas filmer le scénario, mais lui être fidèle et aller au-delà, quoi, vraiment le mettre en image, le traduire en image. Et ça, c'est un moment assez particulier, vraiment chouette, quoi. Quand on voit tout ce travail, parce qu'on avait fait quoi? On avait fait 2 mois d'écriture, et quand tu vois au moment à l'image, tu vois la magie opérer comme ça. C'est là que tu te dis, ouais, il y a un pur plaisir, mais en même temps c'est des grandes difficultés aussi, parce qu'il y a des moments où tu sens que ça va pas, tu sens que ça marche pas à l'image, tu sens que le jeu est pas nickel, est pas comme tu voulais, et t'es frustré. Mais une difficulté justement à laquelle tu as été confronté et que tu souhaiterais, pour donner un peu une idée des vraies difficultés sur lesquelles on peut être confronté dans le quotidien en tant que producteur. Chez Iconoclast, j'ai pas eu vraiment de difficultés, donc ils accompagnent vraiment, ils sont très professionnels, c'est très sérieux, donc ça c'était super. À la FEMIS, il y a certaines difficultés, mais on est très encadré par l'école, donc là aussi c'est super. Mais non, j'ai eu un gros projet assez difficile que j'ai fait tout seul avec ma boîte et mon frère et ma soeur. C'est un film que j'ai fait l'année dernière en juillet.
Et donc j'avais un peu de financement pour le fabriquer. Et c'était le premier film d'une jeune comédienne. Et là, il y avait un truc où humainement, en fait, on allait très vite, on s'est rencontrés. Un mois plus tard, on avait monté l'équipe. 2 ou 3 mois plus tard, on tournait quoi. Même 2 mois plus tard. Enfin, c'était un truc, c'était rock and roll quoi. On avait de l'argent, donc ça allait. Mais on tournait dans un endroit qui coûtait le film coûtait très cher. Et c'était une première expérience qui a été vraiment difficile parce que ouais, humainement, on s'est pas retrouvés. Il y avait une perte de confiance à un moment. Une perte de confiance due parfois à des contextes, parfois à des humeurs, parfois simplement à des rapports humains quoi. Et donc là, à ce moment, quand il y a une perte de confiance, c'est dramatique. La traduction de la perte de confiance dans le cinéma et dans notre industrie, elle est désastreuse quoi. Et donc là, c'était une bataille, c'était une guerre, et donc à la fin, peu importe ce qui arrivait, peu importe, mais en tout cas à la fin, donc j'ai donné mon temps, j'ai donné mon énergie, j'ai donné de l'argent aussi, en quelque sorte, parce que je me suis investi financièrement dans ce film. Et le film m'appartient plus quoi, parce qu'on a eu un tel différend avec la réalisatrice que j'ai lâché le film quoi. J'ai lâché le film. Et donc là, ça c'est un peu dur, C'est un sujet qui peut parler à tout le monde, ça ouais. Justement. Ouais. C'est quand on s'investit vraiment corps et âme dans un film, pas assez certainement, on fait des erreurs parce qu'on est jeune, on est novice, on se met en danger financièrement, légalement, parce qu'un producteur c'est ça quoi, c'est pas un producteur, s'il y a une boulette c'est toi, hein, et quand il y a une réussite c'est pas souvent toi, c'est d'abord le réel. Et du coup c'est un peu ingrat comme métier. Et à la fin, je pense qu'on fait ça pour avoir un objet et pour avoir ce rapport maternel presque. Quoi. C'est un bébé, c'est mon enfant, c'est mon film. C'est sa propre réussite. Ouais, c'est un prolongement de soi et tout. Mais quand on doit l'abandonner, quand on se le fait déposséder quelque part, là ça c'est dur. Et c'est quelque chose que justement Paolo Branco, celui qui m'a un peu initié au métier, lui il a eu 2 faillites. Donc c'est l'un des plus grands producteurs européens, enfin bref, il est mythique. Mais 2 fois, ou même 3 fois je crois dans sa carrière, faillite. Et quand je le vois, et je crois que c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est quand je le vois, je me dis, il a 70 ans, il a encore la patate, il va de Lisbonne à Paris, le mec il produit, enfin chaque année il a son festival, et c'est incroyable, c'est un délire, il a une énergie de fou, et il a perdu presque la moitié de ses films, parce que faillite, parce qu'il a pris des risques, et parce que c'est ça le métier aussi, c'est prendre des risques. Mais il continue. Et ça me fait rebondir sur, pour toi, quelles sont les qualités indispensables, finalement, pour faire ce métier? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent avec plein d'illusions, c'est pas tout rose non plus, les coulisses du cinéma, donc qu'est-ce que toi tu pourrais en parler? Fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut avoir en soi pour faire ce métier? Je vais être très dur, mais je pense que d'abord il faut de l'argent. Ça c'est vrai, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour commencer. Et après l'argent, il faut en avoir au sens où il faut trouver une manière d'en faire, et d'en trouver, que ça gravite autour de soi quoi. Et ça c'est un peu dur, mais c'est une réalité. Et même si on n'a pas, si on n'a pas d'argent, il faut de l'audace. Et même si on en a, il faut de l'audace. Et c'est vraiment le réseau un métier aussi, non? Tu parlerais pas de réseau aussi? Il faut intégrer le réseau de cet écosystème? Complètement. Il faut être... Parce qu'en fait, c'est un métier où l'information et les connexions sont essentielles. C'est une industrie qui est minuscule, tout le monde se connaît. Oui. Et donc, les connexions, les amitiés, les relations, l'entraide, la solidarité aussi, c'est une belle manière dont on peut voir le réseau, parce que le réseau, finalement, enfin, moi je viens pas du tout du sérail, mes parents sont à des années-lumière de ce que je fais, mais en rendant service, en rencontrant des gens, en ayant soif, en étant curieux, eh bien, tu peux te faire ce réseau là, quoi. C'est pas, des fois on dit que c'est mauvais, des fois on voit mal d'un mauvais œil cet aspect-là, mais non, en fait, des fois c'est juste aussi des histoires d'amitié, quoi. Après, c'est vrai que c'est une industrie qui est monopolisée par les fils d'eux et tout, mais bon, il y a une nouvelle génération qui arrive, quoi. Il y a qu'à voir Ladjli, c'est extraordinaire. Ça me fait rebondir maintenant par rapport aux auteurs. Toi, en tant que producteur, qu'est-ce qui est un bon scénario finalement à la lecture, ouais. Et qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui va te donner envie de t'engager avec lui, et comment tu vas mesurer aussi le risque, parce que ce sont c'est un vrai risque par rapport à la partie financière. Ouais, donc comment tu gères tout ça toi dans le quotidien?
Je pense qu'un bon auteur, je sais pas ce que c'est, enfin académiquement à la Fémis on nous apprend ce que peut être un bon scénario en tout cas. Bon. Ça, je l'ai appris, mais en fait, je sais même pas en fait aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, et ça je l'ai appris ailleurs qu'à la Fémis. Je pense que c'est plus chez Iconoclast que j'ai appris ça. C'est qu'un bon auteur, un bon scénario, c'est un truc qui se ressent. Je veux dire, c'est quand tu lis un scénario, quand tu le vois et quand tu le ressens, et quand tu rigoles, quand t'es meurtri, quand t'es bouleversé, là il y a un truc, ça touche quelque part. Et en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que finalement, pour faire du cinéma, pour faire le métier que je fais aujourd'hui, t'es pas obligé de faire des écoles, quoi. Il faut juste avoir une sensibilité, une capacité d'écoute et de confiance en soi pour toucher cette partie émotionnelle. Exactement. Et pour défendre quelque chose. Et parce que à partir du moment où ça touche un endroit hyper intime et hyper touchant, et parce que tu te projettes, parce que tu as une histoire, bref, parce que tu es la personne que tu es, tu auras envie de défendre ce film et tu as envie de défendre ce scénario. Même si l'auteur est pas connu finalement, qu'il n'a pas fait de grande école ou... Franchement, si. Après, bien sûr, il y a toujours des trucs où. Parce que c'est un métier qui va vite, c'est un métier où on est hyper sollicité, il y a une grosse proposition, une grosse offre artistique, tout le monde veut faire du cinoche, et c'est normal et c'est légitime. Mais, et donc oui, des fois notre œil est un peu orienté vers des personnes qui sortent des grandes écoles, la Fémis, le Frénois, bref. Aujourd'hui, l'école de l'Adj, et donc forcément on est aux aguets, mais quand on ressent un beau scénario, chez Iconoclast par exemple, tous les scénarios sont regardés, quoi. Et ça, c'est un truc de... C'est une sorte de respect et de conditions en mode on donne la chance à tout le monde de pouvoir un jour faire du cinéma. Et donc on les voit et des fois il y a des choses, qui te touchent. Et donc un bon auteur, je pense que c'est quelqu'un qui justement qui sait traduire, qui sait transmettre ce qu'il ressent et ce qu'il voit et son rapport au monde à travers l'écriture. Et quand c'est pas à travers l'écriture, il sait l'incarner, il sait le raconter, tu vois. On avait fait un film l'année dernière, encore une fois avec Icono. Et le gars écrivait pas, quoi. Le gars, je crois qu'il a arrêté l'école hyper tôt. Enfin bref, c'est vraiment des parcours de vie hyper singuliers. Mais juste, il sait te raconter son histoire. Et quand tu le vois, quand tu l'entends, quand tu l'écoutes, le mec est incarné, quoi. Le mec est habité par quelque chose, donc. C'est évident, le mec est réel, quoi. Il y a pas de question à se poser, le mec est réel. Et comment tu conseillerais aux jeunes réalisateurs, aux auteurs de se démarquer quand ils envoient un scénario, justement ? Parce que, comme tu le disais, vous, à Iconoclast, vous avez la chance de... Enfin, vous lisez tout et je trouve ça formidable, mais tout le monde ne le fait pas. Quel conseil tu donnerais Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui essayent de structures, de producteurs qui essayent de tout lire. Chez Why Not, par exemple, ils font ça depuis très très longtemps, depuis plus de 10 ans, je crois. Donc, et Pascal Cocheteux, il le dit, on lit tout. On le fait lire par des lecteurs, etc. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, hein, c'est compliqué parce qu'il doit y avoir un peu d'académisme, au sens où il doit savoir transmettre, et ça, c'est vrai qu'il y a des règles, il y a des outils, et ça, comment l'apprendre Est-ce que le traitement, c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut qu'il envoie tout le scénario, tu vois ? Sincèrement, des fois en une page, 20, 30 lignes, quand il y a une histoire, quoi, et tu le sens. Il n'y a peut-être pas toute l'énergie, il n'y a peut-être pas toute la narration, il n'y a peut-être pas toutes les dimensions, mais quand il y a une histoire, quand il y a une émotion, enfin, tu vois, ça se voit, ça se sent, quoi. Donc ouais, des fois, en fait, mieux vaut envoyer 10 lignes, mais sur lesquelles tu sais que tu es allé à fond et qu'il y a des défauts, mais enfin, tu vois, 10 lignes qui tuent, quoi, que 20 pages... maladroite, avec des dialogues qui sont... Par exemple, les dialogues, ça c'est hyper dur à écrire, et du coup la plupart du temps quand tu reçois des scénarios de non professionnels, entre guillemets, les dialogues sont catastrophiques, tu vois. Et ça c'est dommage, parce que des fois l'histoire est sympa, l'histoire est belle, l'histoire est touchante, mais les dialogues, tu te dis putain... Et ça c'est une technicité, même moi je sais pas aujourd'hui, enfin... Mais ouais, il faut je sais pas, je pense qu'il faut vraiment être très proche du réel. Quand on n'est pas professionnel, il faut être vraiment très proche du réel et essayer de non pas de la traduire et de la plaquer, mais de la diffuser, quoi. Je sais pas, un truc un peu... Mais écrire un scénario, c'est... Et alors, une fois que tu as trouvé justement un super scénario, tu fais un partenariat avec le réalisateur, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
C'est quoi la chaîne? C'est quoi S'il y a rencontre avec le réalisateur, s'il y a entente sur l'histoire et le projet qu'on veut porter, et qu'on a abouti tout ce chemin qui est, c'est un périple mais monstrueux. Alors justement, tu peux nous parler un peu de ces étapes? Quelles sont les étapes? Parce que la collaboration, c'est la première des choses, mais après, ce sont les financements, le casting, les têtes d'affiche. Si tu peux nous en parler en quelques mots. Eh bien, après, quand on a le scénario, vient le moment du financement. En tant que jeune producteur, c'est un moment où que j'ai pas, enfin c'est un endroit où je suis pas encore allé à fond, quoi, parce que j'ai fait pas mal de films un peu guérilla, un peu pirate, où tu vois, il y avait un mécène qui a posé 10 000 balles. Des fois, on a fait des crowdfunding par-ci par-là. Des fois, on y va vraiment perdre. Enfin, donc c'est des moments en fait où parce que je viens un peu de cette école-là, je crois. Ou en tout cas, pour faire un court métrage, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Et donc, aller au CNC, rentrer dans un processus très industriel, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup, parce qu'il faut aller vite. Enfin, au sens où... Sur du court, pas sur du long. Sur du court, il faut aller vite, quoi. Je veux dire, il y a un truc où, en fait, avec 5-10 balles, et encore moins que ça, en fait, 5-10 balles, tu fais un film, quoi. Tu conseillerais vraiment de commencer par le court avant de faire du long, du coup? Ouais. Et c'est un exercice plus difficile que le long, le court, franchement. C'est déjà pour condenser toute l'idée en quelques minutes. Parce qu'il y a un truc de sacrifice et de conception. En fait, c'est un autre exercice, quoi. Et c'est un exercice que moi je trouve beaucoup plus dur que le long, parce que le long, c'est une temporalité assez naturelle pour raconter une histoire, en fait. Tu prends du temps là, on prend du temps pour se raconter une histoire. Alors que le court, 15 minutes pour raconter un truc, pour découvrir. Donc c'est un exercice qui est très difficile, mais qui est nécessaire, je pense, parce que t'es obligé de te faire comme ça, quoi. T'es obligé de te condenser, de faire des sacrifices, d'avoir une carte de visite, d'avoir une sorte de trailer de ce que pourrait être ton cinéma dans l'industrie, quoi. Mais je conseille de faire des cours, je conseille de faire des clips, de faire tout objet qui se fait rapidement et qui se fait de manière spontanée, en fait. Je pense que c'est vraiment ça, il faut le faire de manière spontanée. Et quand je vois Paolo, quand je vois chez Iconoclast aussi, il y a un truc de spontanéité et d'envie où il y a un scénario, il y a un réal, putain, il y a une énergie, ok, on essaie de le faire rapidement et vite et beau et bien, quoi. Et surtout on le fait bien, mais et du coup il y a encore il y a un truc là d'énergie qu'on ressent nous producteurs et eux artistes qui est dû, alors que si on passe par des circuits industriels, un an d'écriture, un an de financement, 6 mois de fabrication. Il faut compter 3 ans pour un long métrage. Et même pour un court aussi, hein. C'est le même temps presque. Je me suis dit putain, 3 ans pour... Après je dis ça, mais là ça fait 2 ans que je suis sur un court métrage. J'ai l'impression que... Donc c'est en fait, à chaque film, en fait il n'y a pas de règle, quoi. Il n'y a pas de règle. Mais en tout cas la spontanéité, l'envie. Après, vas-y. Après, il y a aussi la question de l'argent, c'est-à-dire que le court-métrage, le gars qui met 10 000 balles sur la table, comment dire, c'est bien, ça permet de produire des choses, mais pour gagner sa vie, d'un point de vue vraiment terre, c'est compliqué. Il n'y a pas de budget, il y a pas. C'est-à-dire que je pense que l'économie du coup du long-métrage est aussi faite, c'est plus complexe, mais par contre, ça permet aussi finalement de gagner sa vie avec son art. Absolument. Donc, quelque part, il faut au bout d'un moment passer à ce stade plus industriel, avec des organismes de financement. Donc comment est-ce qu'on fait finalement pour faire la bascule? C'est-à-dire on fait les courts-métrages et après il faut en fait attendre quelque part que ces courts-métrages soient reconnus en festival ou autre. Oui, comment est-ce qu'on fait la bascule finalement entre le monde du court et le monde du long finalement? Oui, je comprends. C'est vrai que le problème, et je le sens dans l'autoproduction, dans les films un peu pirates, dans le court-métrage que tout le monde fait, quoi. C'est évidemment la question de la rémunération, quoi. Comment on vit de ça? Et en fait on n'en vit pas. Et même quand on fait un film financé, donc CNC, région, etc., tu peux rémunérer, mais c'est quand même très compliqué d'en vivre. Il n'y a que des grosses productions qui font énormément de courts-métrages, Kazakh par exemple, qui vivent du court-métrage. Sinon c'est une équation qui est économiquement pas intéressante. Même pour le marché, en fait, un court-métrage ça n'a aucune valeur économique.
il y a des ventes, il y a une industrie du court-métrage, mais au regard du nombre de personnes qu'il y a, de l'investissement, c'est dérisoire, quoi. Donc oui, le long métrage c'est aussi un espace, c'est une industrie qui en fait professionnalise et qui fait des métiers et qui traduit une passion en métier. Et pour faire la bascule, on a besoin de l'industrie du court-métrage. Et l'industrie du court-métrage qui aujourd'hui est en péril. On a vu Pascal Faure qui part de chez Canal. Là, c'est un peu agité tout le monde. Là, les chaînes qui commencent à se désengager du court-métrage. Donc on a besoin de cette industrie du court-métrage, on a besoin de festivals, on a besoin de reconnaissance pour qu'ensuite il y ait une captation et une traduction dans l'industrie du long, dans l'industrie ouais. Ça induit mon autre question du coup par rapport à l'avenir dans le cinéma. T'en parlais à l'instant, mais il y a également aussi l'arrivée de toutes les plateformes en streaming, les réseaux sociaux, le fait d'être... les gens sont de plus en plus friands du réel. Comment tu vois le cinéma du coup avec tout ça dans les prochaines années et notamment pour les producteurs, les réalisateurs ça va être... Je pense que c'est un moment compliqué, décisif. Et aujourd'hui, toute personne qui s'aventure dans le cinéma aujourd'hui je pense une part de naïveté parce que ça va se compliquer, quoi. Mais il faut être naïf, il faut avoir envie, il faut rêver, c'est important. Et parce que ça va être très compliqué avec l'arrivée des plateformes, avec la restructuration du cinéma indépendant français, avec la concurrence, quoi. Mais pour moi, à chaque révolution, parce que c'est une sorte de révolution qui s'opère à l'arrivée des plateformes, des nouvelles modalités de consommation, etc. À chaque révolution, il y a un espace de création, quoi. Il y a un espace où, certes, ça va être compliqué, certes les plateformes font concurrence au cinéma indépendant français, mais quand même, malgré tout, il y a un oseille fou et monstrueux qui est en train d'être investi dans l'industrie du... C'est le problème, c'est que c'est pas juste le cinéma, c'est l'industrie du contenu et du divertissement. C'est pour ça que c'est un peu chiant, quoi. Mais il y a quand même un oseille monstrueux qui est en train d'être investi, quoi. Il y a une proposition colossale. Le cinéma continue à exister. La preuve, en France, le cinéma est là. Il y a encore des entrées en salle. Il y a des plateformes. Ça se combine. Pour moi, c'est pas l'un qui va dévorer l'autre. Il faut essayer de les faire cohabiter. Imposer Netflix, que chacun soit... Voilà. Il y a un enjeu normatif et législatif qui est hyper important. Mais pour nous, c'est une occasion justement de faire des films peut-être plus rapidement, faire des films un peu moins chers, parce que le cinéma français coûte cher quand même. C'est une industrie qui coûte très très cher. Donc peut-être faire un peu moins, essayer d'être intelligent, faire moins cher, plus rapidement, mais toujours avec de la qualité, tout en défendant évidemment les techniciens, les métiers, notre industrie qui est extraordinaire, les statuts d'intermittents et tout. Mais je pense que c'est possible, et, en tout cas moi j'y crois, quoi. Une optimisation des coûts. Ouais, travailler intelligemment, quoi. C'est optimiser les coûts, mais tout en restant dans quelque chose de viable finalement, où les gens veulent payer. Ouais, c'est ça. Mais je pense que justement être rapide et comment dire, flexible, adaptable. Ouais, je pense que ça peut aider le cinéma français. Le film de Ladj qui s'est fait pour moins de 2 millions, qui est magnifique. Encore une fois, c'est un cas hyper singulier, mais aujourd'hui, c'est génial pour toute l'équipe, quoi. Tout le monde a vu les films exister, ça les a tous propulsés, c'est super. Et pour conclure, les films sur lesquels tu travailles, est-ce que tu veux nous en parler un peu, les films qui vont sortir, peut-être Non, ou pas encore? C'est assez confidentiel. C'est assez confidentiel, mais en tout cas... On pourra te retrouver... Ouais, j'espère, ouais. Non, je vais continuer, moi je suis là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite de ta carrière? Franchement, du bonheur et de la joie, quoi. Je pense qu'il faut s'amuser dans le cinéma, et surtout dans le cinéma français, parce que des fois c'est un peu yanche, en vrai. C'est un peu chiant, c'est un peu barbant.
Et non, je pense qu'il faut mettre de l'énergie, qu'il faut s'amuser, qu'il faut kiffer. C'est le dernier conseil que tu donnerais justement à des jeunes qui nous écoutent ou à toute personne là qui... Ouais, je pense. Et puis être sincère. Et ça je l'ai appris récemment, mais ouais, il y a un truc de sincérité envers soi-même déjà qui est important, et ensuite envers le monde, quoi. Et c'est une chose qui m'est chère, en tout cas, qui est très important pour moi, c'est d'aider les gens. Et parce qu'on m'a aidé, moi je viens de nulle part, et c'est juste des rencontres, c'est des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé. Et donc moi c'est vrai que si je peux aider aussi, je le ferai avec plaisir. Et quand on me sollicite, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn, quand on me sollicite, ouais, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de machin, je file mon numéro de téléphone, on s'appelle, on se voit. Mais ouais, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Hein. C'est dans la transmission. Bah. Non, mais c'est comme ça que ça on est tous dans une chaîne. C'est comme ça, on a besoin de s'aider, quoi. Surtout qu'en face, la concurrence est rude. En face, les plateformes, ça, sont puissantes. Donc si nous, c'est essentiel que nous, indépendants, jeunes, génération, avec notre vision, qu'on partage. Mais c'est intéressant justement, enfin bon, c'est un peu la question bonus, je vois que bon, je me dis qu'on peut régler moins 10, vas-y. encore peut-être quelques minutes, on va le temps de ranger après. Parce que finalement, les plateformes, je trouve, ça a tendance à produire, bon après voilà, faut pas généraliser, mais je trouve que ça aboutit souvent à des films un petit peu formatés, où tu sens vraiment, enfin limite, pour caricaturer le scénario qui est passé à la moulinette d'un ordinateur, en mode c'est quoi la recette du bon scénario, allez vas-y, ça va plaire aux gens. Et toi, j'ai l'impression que tu opposes à ça un cinéma beaucoup plus sensible, où tu reviens vraiment à l'humain. Et du coup, comment dire, est-ce que tu penses que toutes ces plateformes, c'est quelque chose... est-ce que les gens vont se lasser de ces contenus formatés? Ou est-ce que les plateformes vont intégrer finalement ce facteur humain, sensible, authentique? Vont peut-être faire du business dessus, mais après c'est d'autres questions. Moi je crois sincèrement en l'exigence des spectateurs, au sens où... bon, il y a un cinéma du divertissement, du blockbuster, etc. que sincèrement, moi j'aime, franchement. Je suis très bon spectateur, les Black Panther et tout, j'adore. Même si je peux être hyper critique. Donc, il y a ce cinéma-là. Mais il y a aussi un cinéma plus humain, plus sincère, touchant. Et il y a une demande par rapport à ça. Et les spectateurs le cinéma, c'est le réel quelque part, et c'est le réel et le rêve, et tout le monde vit et tout le monde rêve. Et donc, on ressent les choses, et le spectateur a besoin de ressentir les choses. Et donc, sur les plateformes, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à ça. Il y a une grosse frustration, je pense, des spectateurs sur les plateformes. Oui, bon, ce film, c'est bien, parce que le samedi soir, tu le mets, mais tu t'en fous, en fait. Et ils veulent des aventures spirituelles, imaginaires, etc. Donc non, moi, je pense que si on montre que le spectateur est encore exigeant, et par exemple, encore une fois, le film de Lodge, c'est du cinéma hyper sincère, quoi. Et il y a eu 2 millions d'entrées, c'est extraordinaire. Et donc là, on a montré au marché qu'en fait, non, en France et dans le monde entier, il y a des spectateurs pour ce cinéma-là. Et puis il y a un entre-deux aussi, je pense, qui est très intéressant. C'est par exemple le cinéma de genre un peu politique, quoi. Ce que fait Blumhouse, Get Out. Moi, Get Out, c'est un film que je l'ai découvert, j'étais comme un gamin. C'est magnifique, ce film. C'est génial. Il y a un truc il y a un message, une dimension politique et en même temps une maîtrise du cinéma de genre qui est super. Et là, cet équilibre-là qui est en train d'être trouvé, donc commercial et en même temps un peu politique, je trouve que ça peut être un peu intéressant aussi, tu vois. Spike Lee, non, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Et en France, il n'y a pas encore ça, bon. Et je rebondis juste sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, de faire attention, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément... tout le monde n'est pas bienveillant aussi. Quel conseil tu donnerais pour se prémunir de tout ça? C'est vrai que la naïveté, ça t'aide à prendre des risques parfois, et donc ça peut être super. Mais en même temps, c'est une industrie de sharks, quoi. Il n'y a que des requins. Et je pense qu'il faut faire très attention, et il faut faire confiance à son intuition, à sentir les choses, ok. En fait, je sens que c'est quelqu'un de bien. Je sens que c'est quelqu'un, de bien, il n'y a pas bien ou mal, mais quelqu'un de bien pour moi. C'est quelqu'un avec qui on va connecter et tout, ok, là ça va. Et ne pas tout accepter. Ouais, et ne pas tout accepter. Faut pas être un yes man et tout. Il faut savoir dire non. Il faut savoir se faire confiance. Et c'est essentiel. Moi, les seules fois où j'ai senti des trucs, je me suis dit bon allez, on y va quand même et tout. Je l'ai regretté très très fort, très très fort. Donc rester connecté à l'intuition. Ouais. Mais c'est très dur en même temps parce que tout nous pousse à être
être déconnecté, quoi. Que ça soit le téléphone ou alors l'industrie où c'est énormément de paroles, énormément de machin. Donc tout nous pousse à ne plus être connecté avec ce qu'on a au fond, tu vois. Mais il faut. Oui, donc c'est possible de finalement faire sa vie, faire sa carrière dans le cinéma tout en restant connecté à ses valeurs, en travaillant de manière... Voilà, donc on peut finalement éviter un petit peu enfin en tout cas des personnes qui ne nous correspondent pas. Ouais. Puis en France, et c'est ça encore une fois qu'il faut défendre, c'est qu'on a une diversité du cinéma indépendant qui nous permet aujourd'hui de trouver des familles en fait. Des familles de cinéma qui défendent un certain type de cinéma, une certaine manière de faire, certaines histoires. Et donc la proposition, elle est pas suffisante encore aujourd'hui, mais je pense qu'elle devient, elle s'élargit, elle devient plurielle. Et aujourd'hui, il y a énormément de familles de cinéma. Donc il faut juste trouver sa famille, quoi. Et encore une fois, l'intuition, on est guidé, les rencontres, et puis elle là. J'aime beaucoup. C'est une très belle conclusion. Merci à vous. Merci beaucoup, Walid, en tout cas. Walid. Bonne chance. Merci.